Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver au Salon de l'éveil à Laval avec le docteur en neurosciences, Joël Monzé. Ça fait plusieurs entrevues qu'on fait ensemble. Joël, ça va bien aujourd'hui? Oui, toi? Je suis très heureuse de te retrouver. Je te retrouve parce que tu as un 10e livre aux éditions Le Dauphin Blanc qui est « Et si on les laissait vivre » en parlant des enfants. Donc, on va en parler aujourd'hui. J'avais envie de dire à quel point moi, j'aime beaucoup Joël. Chaque fois qu'on se rencontre, on a des belles conversations. J'aime ton énergie de paix, de calme. Alors ça, c'est peut-être en dehors de la neuroscience, mais c'est au niveau de ton énergie au niveau de ton être, au niveau de l'âme, peut-être, je vais pas aller en extra grand, là, mais c'est mon ressenti. J'ai tellement ce sentiment de paix qu'à un moment donné, j'ai fait un rêve de Joël. Alors, c'est pas un rêve érotique, là, je le dis. J'ai beaucoup de respect pour toi. C'était plutôt un rêve où je courais sans arrêt. Je cherchais quelque chose et j'étais dans c'était comme des escaliers de côté, ça avait l'air des labyrinthes. Et j'étais essoufflée, fatiguée. Et là, t'es apparu. Ça m'a surpris parce que c'est pas comme si je passais à toi tous les jours. Et là, tu me dis, Suzy, penses-tu que c'est vraiment la bonne solution? Mais d'un calme, là, tu sais, penses-tu vraiment que c'est la bonne solution? Puis là, je t'ai regardée et j'ai fait, non, tu as raison. Et là, j'ai arrêté de courir, je me suis calmée. Mais tu vois à quel point dans mon inconscient, tu viens me chercher, c'est fou. Oui, ben c'est très touchant, ben merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est une phrase que je vais utiliser souvent avec des jeunes que j'accompagne ou avec mes propres enfants. Quand je les vois faire quelque chose qui les conduit vers plus de peine que de joie, je dis, est-ce que c'est la meilleure solution? Et tu le fais vraiment, ça? Oui, exactement. Je savais pas. Oui, c'est vraiment une phrase que j'utilise souvent. Tu le poserais la question à mes enfants. C'est vraiment quelque chose que j'utilise parce que c'est de ramener le jeune à son propre discernement et c'est comme ça qu'on l'aide à grandir. C'est comme ça qu'on l'accompagne avec bienveillance. Le jeune, il le sait qu'il est en train de faire une niaiserie à ce moment-là, mais parfois la niaiserie, elle est plus importante à faire que d'y résister. Il n'y a pas besoin de lui taper sur la tête à ce moment-là. C'est de juste dire, hey, est-ce que tu crois que c'est la meilleure solution? Et à ce moment-là, ça ramène le jeune dans « Ah, OK, de fait, t'as raison. » Et c'est fini. Wow! Je suis encore plus wow parce que tu fais ça. Mais je pense que tu viens chercher mon côté enfant, mon côté qui a besoin je le dis en anglais, nurture, mais que j'ai besoin de prendre soin de moi. Mais je travaille beaucoup là-dessus dernièrement. Tellement que je sens que la vie, elle m'amène une paix incroyable parce que justement, je prends le temps. Je prends le temps de me poser, je prends le temps de me demander, c'est-tu la bonne solution? Alors, je te remercie pour ça. Ton nouveau livre, alors qu'est-ce que tu veux amener aux gens, aux parents, aux enfants avec ce livre-là? En fait, le livre, c'est un peu la conclusion ou le parcours que je fais depuis des années pour accompagner des enfants, des familles, des adolescents, des adultes. On est dans une société qui est beaucoup en transformation, qui amène un degré de complexité comme probablement aucune autre société n'a connu auparavant. Et cette complexité qui s'agrandit de jour en jour, de mois en mois, amène une charge mentale chez les gens, amène une grande détresse chez les gens. Et comme les adultes sont de plus en plus en difficulté parce que cette charge mentale les préoccupe énormément, les premiers à en payer le prix, c'est les êtres qui nous préoccupent le plus. Ce sont les enfants, ce sont les adolescents qui, eux, sont en développement. Ils ont besoin d'adultes solides à côté d'eux, mais il y a de moins en moins d'adultes solides parce qu'on est pris justement par la réalité de la vie pour le moment. Et en fait, mon livre, c'est une invitation. C'est contrairement à tous les autres livres où certains étaient scientifiques, d'autres, les références scientifiques allaient être mises, même si je parlais à monsieur, madame, tout le monde. Ce livre-là est écrit au jeu. C'est vraiment quelque chose de différent. J'ai pas écrit pendant des mois. En fait, j'ai pas écrit pendant 15 mois avant d'écrire ce livre-là parce que moi-même, j'étais dans une période de grosse remise en question sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Heureusement, ma petite famille allait bien, mais le reste, ça bouge quelque part. Tu sais, je viens d'avoir 50 ans et 49 ans, c'est une période charnière dans la transformation de l'être que nous sommes. Et donc, j'ai eu l'occasion de régler des choses du passé grâce à des nouvelles relations qui sont venues, qui sont reparties. Mais au moins, en ayant accepté ce défi-là, en ayant accepté justement
de me laisser toucher par ça et d'accepter de ne pas nécessairement vouloir mettre des mots scientifiques dessus, juste être là, présent à ce que je vis, présent à ce que les jeunes vivent. À ce moment-là, ça donne un livre vraiment différent des autres. Mais moi, j'ai aimé... Bon, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. Je suis grand-maman. Moi aussi, je vais avoir 50 ans au mois de juillet. Fait que moi aussi, je suis dans cette période où je me pose beaucoup de questions. Puis là, à un moment donné, je lis que les parents, des fois, ils sont débordés. Et je lis un bout où tu parles de la télé. Et ma petite fille, elle a juste 2 ans et demi, elle est à la garderie, elle aime Pat Patrouille. Et ça vient des petits-enfants plus grands. Mais là, Pat Patrouille, là, je me suis rendu compte qu'on l'amenait trop à Pat Patrouille parce qu'on veut lui faire plaisir, mais en même temps... puis là, je vois ses petits yeux quand on regarde ça, là. Ça vient comme vitreux et très mouillé, tu sais. C'est comme si complètement hypnotisé. En fait, c'est un dessin animé qui, sur le plan du dessin, est très beau à voir. Ce sont des belles histoires, il y a une belle morale dedans. Le problème de ce dessin animé-là, c'est la musique. C'est de la musique, exactement. Ce sont des musiques qui ont été étudiées pour faire des jeux vidéo. Et donc, on va tester ces musiques-là en mettant les gens dans un scanner de manière à ce que ça libère beaucoup de dopamine dans le cerveau. Ce qui fait en sorte que les jeunes deviennent accros à ce genre de choses. De la même manière certains garçons, certaines filles vont tomber accros avec des jeux vidéo ou avec les réseaux sociaux. C'est que l'enfant en a besoin, physiologiquement, il en a de plus en plus besoin, et plus on lui en donne, plus il en a besoin. Comme certaines personnes vont être plus sensibles au fait de fumer ou au fait de prendre de l'alcool, c'est que ça crée des dépendances, et comme ce sont des dessins animés, on ne se rend pas compte de ce que ça peut faire. Il y a une grosse différence entre ce qu'on offre aujourd'hui comme dessin animé aux enfants, ou ce que dans notre génération, quand on a connu Goldorak ou Albator, ou Passepartout, où on avait quand même toujours des histoires morales, éventuellement des combats entre des robots ou des choses pareilles, mais ça n'était pas étudié de telle manière à vraiment capturer l'attention de l'enfant. Et quand un enfant regarde ce genre d'émission-là, par exemple le matin, il suffit de regarder 4 minutes de ce genre de dessin animé-là pour perturber les apprentissages pendant le reste de la journée. Donc si le parent arrive à comprendre ça, l'objectif, c'est simplement de peut-être passer quelques temps avec l'enfant ou lui permettre d'aller jouer avec ses poupées, avec ses Legos ou faire un casse-tête qui vont lui permettre de s'exprimer dans un espace dans lequel il va se sentir bien avant d'aller à la garderie ou d'aller à l'école, mais au moins, ça ne va pas lui causer déjà des déficits qui vont venir le perturber toute la journée. Mais je comprends que des fois, les parents ils sont débordés et c'est plus facile de brancher l'enfant à la télé. Et ce que tu disais dans ton livre, c'est le besoin de communauté qu'on n'a pas nécessairement. On est de plus en plus dans une société individualiste. Et j'ai vu dans Facebook passer une super belle histoire où il y avait dans un aéroport une maman avec son jeune enfant qui était en crise. La maman était enceinte. L'enfant, il courait de tous les côtés. Puis elle a juste éclaté en sanglots parce qu'elle n'arrivait plus à contenir elle-même et son enfant. Des femmes qui... Mon Dieu, ça me touche tellement. Là. C'est tellement beau, cette histoire-là. Il y avait des femmes... Tu l'as-tu lu? Ah! Il y avait des femmes autour. Il y avait peut-être une dizaine de femmes autour qui se sont approchées, des femmes qui ne se connaissaient pas, et ont commencé à jouer avec l'enfant, chanter une chanson à l'enfant. Écoute, ils ont calmé l'enfant alors qu'ils ne se connaissaient pas. Je l'ai partagé dans Facebook. J'ai trouvé ça tellement beau, cette histoire-là. Je savais pas que tu l'avais. Non, je n'avais jamais entendu parler, mais quelque part, ça rejoint... Tu sais, les Africains disent qu'il faut un village entier pour aider un enfant à grandir. Et ça devient parfois, malheureusement, une phrase qu'on sort à tout vent aujourd'hui, mais ça reste quand même que quand on voit un jeune qui est en difficulté, c'est parfois un oncle, un grand-père, une tante, une grand-mère, parfois c'est le voisin qui peut peut-être aider la famille. L'importance de retrouver les communautés. Et quelque part, au Québec, pourquoi que le français est encore présent en Amérique du Nord, c'est que les curés ont imposé l'organisation en rang. Ce qui faisait en sorte que les gens étaient à un maximum de 200 pieds les uns des autres. Donc, il pouvait y avoir une communauté et une entraide, contrairement à ce qui s'est passé dans le Sud, où les gens étaient dispersés. Et à ce moment-là, les différentes communautés ne se sont pas nécessairement organisées de manière aussi tissée que ce qu'on a fait ici au Québec. Et je crois que si on veut justement aider nos familles, retrouver l'importance des parents, retrouver l'importance des grands-parents,
parents, des oncles, des tantes, peut-être que même si on ne fait plus baptiser éventuellement l'enfant à l'église, mais peut-être avoir un parrain, une marraine qui peuvent être des personnes qui sont présentes et qui accompagnent le jeune, qui accompagnent la famille à un moment donné où papa et maman n'en peuvent plus. Parce que c'est pas évident. Tu sais, notre cerveau, il arrive à pleine maturité entre 40 et 45 ans. Donc toi et moi, on vient juste d'atteindre la maturité de notre cerveau. Quand on est devenu parent, la plupart du temps, ou même jeune professionnel à l'école ou dans une garderie, on a encore 20 ans de développement de notre cerveau avant d'être à notre pic. Donc, et les parties les plus importantes pour gérer l'anxiété, pour gérer la complexité, c'est les parties qui demandent le plus de temps pour se développer. Donc, c'est pas étonnant que les familles aujourd'hui sont de plus en plus malmenées. Alors, je peux comprendre que papa, maman, parfois, mettent l'enfant devant la télévision pour s'octroyer 15-20 minutes de paix. C'est un réflexe qui est tout à fait naturel. Mais en même temps, si le parent peut prendre conscience que, en même temps, il précarise le développement de son enfant, peut-être que d'amener l'enfant à développer un réflexe, j'ai besoin de 15 minutes de paix, ou papa, maman ont besoin de 15 minutes de paix, je vais aller dans mes Legos, je vais aller dans mes poupées, je vais aller faire un casse-tête, je vais aller dessiner un mandala et faire des choses. Donc, d'amener l'enfant quand même vers une activité où lui-même sera maître de cette activité-là, de manière à ce que l'activité qu'il fait va aider l'enfant à développer son cerveau et pas créer des situations de plus en plus complexes pour l'enfant. Mais ça, quand l'enfant est très jeune, là, comme 2 ans, ça doit être difficile de lui expliquer, bon, maman a besoin du temps toute seule. Oui, et c'est là que la communauté est importante, c'est là que les voisins, les voisines, ou ce que tu racontais tantôt par rapport à l'aéroport devient important de pouvoir, s'il y a des groupes d'entraide de jeunes familles où de temps en temps, on voit qu'il y a une maman qui a vraiment besoin de prendre un break pendant une journée et que papa n'est pas malheureusement disponible, ne serait-ce parce qu'il travaille et qu'il doit payer l'hypothèque et la nourriture à faire, donc il a son rôle aussi à jouer là-dedans, mais qu'une famille prend, écoute, je vais prendre tes enfants pendant une journée, prends soin de toi, va au spa, va marcher dans le bois, va au lac, fais quelque chose, mais je vais prendre soin de tes enfants pendant une journée. Peut-être que dans un mois, ça va être l'inverse. Ce sera la maman qui aura pu prendre une journée de repos, qui va peut-être éventuellement ça. Donc, c'est vraiment de retrouver des communautés, de retrouver des espaces dans lesquels on s'entraide. Joël, à la page 159, oser intervenir différemment. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la phrase « Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais », parce que c'était ça chez moi. C'était ça chez nous. Et j'ai vu ma fille dire, travailler très fort à ce que ma petite fille dise merci. Et j'ai tout de suite dit, oui, mais est-ce que vous le dites à la maison? Ça, c'est important. Oui. Oui, et en fait, on ne se rend pas compte que nous sommes des modèles pour les enfants. Donc, si c'est un modèle qui est fermé, on va présenter un modèle fermé aux enfants ou l'autre chose. Par exemple, si j'impose à mon enfant de ranger sa chambre et que ma chambre est dérangée, j'ai un problème parce que quelque part, pourquoi est-ce que l'enfant le ferait? Notre bienveillance envers l'enfant demande de la bienveillance envers nous-mêmes, mais aussi de l'intégrité. L'enfant qui vit dans un environnement qui manque d'intégrité, ça le désorganise beaucoup. Et ça fait partie des éléments. C'est un gros défi pour les écoles parce que parfois, quand une enseignante ou un enseignant a 25-35 élèves dans sa classe, c'est certain que c'est facile de faire un rapport de force et éventuellement même d'intimider les élèves de manière à ce qu'ils se comportent comme on s'y attend. Mais il faut savoir que si, en tant qu'enseignant, je fais de l'intimidation et je menace mes élèves, il faut m'attendre à ce que dans la cour de récréation ou sur les réseaux sociaux, l'étudiant ou l'élève va faire exactement pareil. Donc, de prendre conscience de comment nous agissons envers les jeunes va aider les jeunes à avoir des modèles qui sont positifs, à avoir des modèles qui sont bienveillants et ils vont pouvoir développer leur bienveillance envers les autres. Moi, j'ai des gens que je connais, j'entends avoir leur enfant a TDAH et c'est une petite fille et elle a un problème avec l'autorité. Elle crie, elle tape dans les murs et tout ça, mais j'entends les parents crier aussi. Et ça me met tellement à l'envers. Mais les parents, ce qu'ils me disent, oui, mais on n'est plus capable, on ne sait plus quoi faire, on est débordé. Mais est-ce que de crier, c'est acceptable? Mais ça dépend, dans le sens que c'est vrai que de temps en temps, les enfants vont nous pousser jusqu'à bout. Et tant qu'on ne lève pas le ton, ils vont rester dans ce que nous voudrions qu'ils arrêtent de faire. Donc, quelque part, oui, il y a un rapport qui va se faire, qui est tout à fait naturel, qui est sain, et l'enfant a besoin de limites. Donc, si je lève le ton, en parfait contrôle de moi, et à ce moment-là, je vais me servir, c'est certain que c'est plus facile pour un papa que pour une maman. Avec ma voix grave, ça va être plus facile, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si je suis en pleine
maîtrise de moi, je peux lever le ton et rester bienveillant. Le problème, c'est la décharge. C'est la même chose de la colère. On a une grosse difficulté à gérer la colère dans nos familles ou dans notre société actuellement. C'est vrai qu'on nous montre des résultats et on a une histoire qui est parfois malheureuse par rapport à ça, mais la colère, elle est utile. La colère, c'est une énergie, c'est une émotion qui nous permet de nous relever quand on se sent complètement impuissant. Donc je peux comprendre aussi le parent qui est en colère et qui va décharger. Mais le problème, c'est la décharge. Et si, tu sais, quand par exemple je suis en train d'écrire, mes enfants s'entendent bien, il y a une belle harmonie à la maison. Donc, comme ils s'entendent bien, ils n'ont pas besoin de moi, je peux aller faire mes affaires, je suis bien heureux. Qu'est-ce que les enfants doivent faire pour pouvoir attirer mon attention? Faire des niaiseries. Donc, si ma qualité de présence, parce que je suis pris par mes affaires, fait en sorte que les enfants vont aller chercher l'attention négative, mais peut-être qu'à ce moment-là, il faut que j'intervienne avant. Et si éventuellement je lève le ton parce que je décharge un peu, parce que je suis frustré à ce moment-là, mais ça me donne juste une information intéressante sur moi. La prochaine fois, interviens plus tôt. C'est juste ça, il faut être bienveillant envers nous-mêmes aussi. Mais en même temps, pour être bienveillant envers nous-mêmes, il faut accepter de se remettre en question. Il n'y a pas une seule semaine sans que ma femme et moi, on parle de nos enfants et on se remet en question. Il y a des choses que je vois et qu'elle, elle ne voit pas. Il y a des choses qu'elle voit et que moi, je ne vois pas. Donc le partenariat homme-femme est quelque chose de très fécond pour notre petite famille. C'est beau, Joël, ce que tu dis. Vraiment, parce que ça, j'y crois, de se remettre en question. C'est pas parce qu'on est un parent qu'on a la vérité infuse, là. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'au niveau de la colère qui est contrôlée, je mets mon pied à terre, je l'ai déjà fait, ça. Mais avec un adulte qui était toujours en train de critiquer. À un moment donné, j'ai juste mis ma main sur la table, j'ai fait « ta » vraiment fort, puis j'ai dit « ça suffit ». Mais j'étais pas encore... C'était comme une... Non, ça a fait ça, ils se sont tais, ils sont partis. C'était vraiment comme une énergie qui s'est mise en place et je n'étais pas à l'envers. J'étais pas pris dans une décharge émotive extrême. Oui. Oui, puis même pour un élève, par exemple, qui vient d'avoir un échec dans un contrôle de mathématiques ou la dictée de la semaine, le fait d'être en colère, non, ça ne m'arrivera plus, mais s'il utilise cette énergie-là pour pouvoir arriver, en fait, à dominer son envie de tourner les coins ronds quand il doit étudier, bien, c'est quelque chose de gagnant, mais il faut qu'on l'accompagne là-dedans. Si l'enfant, le seul modèle qu'il a, c'est un papa ou une maman ou un enseignant qui décharge sa frustration, bien, à ce moment-là, ce qu'il va faire, il va la décharger. Puis, tu sais, une autre chose aussi où les papas et les mamans vont avoir tendance à crier beaucoup, c'est le matin, quand l'enfant doit partir pour aller à l'école, par exemple. OK? Ça crée des grands moments de détresse dans beaucoup de familles. Mais sais-tu que le temps n'existe pas chez l'enfant comme il existe chez nous? Les Grecs anciens avaient 2 temps. Ils avaient Kéros et Chronos. Kéros, c'est le temps affectif. Ça veut dire que d'attendre maman 5 minutes devant la porte de l'école, c'est plus long que de regarder mon émission préférée qui dure 30 minutes. Alors qu'à partir de 11 ans, le temps s'est structuré parce que le cerveau évolue. Et là, 30 minutes, c'est 30 minutes et on a une meilleure compréhension du temps. Mais autrement dit, si je reviens le matin, dire à l'enfant, on part dans 15 minutes, c'est pas c'est quoi? On part dans 10 minutes, il ne sait toujours pas c'est quoi. On part dans 5 minutes, mais il ne sait encore rien du tout de ce que c'est. Par contre, quand papa se fâche, là, il comprend. Et donc, si on comprend justement ces éléments-là et qu'on comprend comment le cerveau de l'enfant se développe et comprend que, par exemple, la crise, elle est nécessaire parfois chez les enfants. Les enfants, ils vont vivre plein de choses dans leur journée, des choses qui sont le fun, des choses qui ne sont pas le fun. Mais quand ils vivent des choses, leur degré de stress monte, le battement du cœur bat de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et il y a un moment donné où le cœur ne peut plus en prendre. La meilleure manière de relâcher le cœur pour qu'on retrouve un rythme cardiaque beaucoup plus adéquat, c'est soit de faire dodo, soit de pleurer. Alors, quelle est la meilleure manière de pouvoir arriver à pleurer? Ben, c'est de faire une niaiserie, on se fait chicaner et on ne peut pleurer. Parce que l'enfant de lui-même n'est pas capable biologiquement de sortir de cet état de tension-là. Alors, c'est comme inconscient, l'enfant le provoque. Oui, et il le fait parce qu'il a déjà compris à partir de ses 18 mois à 2 ans que quand il fait des niaiseries, par exemple, il se jette à terre dans un grand magasin ou dans un aéroport, il y a un adulte qui va venir près de lui et qui va venir prendre soin de lui. Alors si c'est la seule manière dont on intervient près de lui pour prendre soin de lui, il va en devoir en faire souvent des niaiseries pour attirer l'attention de manière à ce qu'on entende la détresse qu'il vit à ce moment-là. Et c'est juste cette danse que si on comprend l'enfant, si on
on peut accepter à lui mettre des limites avec bienveillance, parce que l'enfant a besoin de limites. Le laisser faire n'importe quoi, c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Donc, c'est de lui offrir des limites, mais avec bienveillance, pour ne pas être dans un rapport de force. Parce que si moi, je suis en haut, et que je vois tout le temps mon jeune et que je suis là comme ça, je suis dans un rapport d'intimidation. Donc, quelque part, c'est une invitation à ce que le parent, l'adulte, l'enseignant, l'intervenant viennent là où est l'enfant ou là où est l'adolescent, le rejoignent pour qu'on puisse monter ensemble et amener plus de responsabilisation et plus d'écoute et d'implication du jeune dans sa vie de tous les jours. Merci beaucoup, Joël. Les gens peuvent te retrouver sur ton site Internet, c'est joelmonzé.com. Et là, est-ce que tu as des choses en ligne? C'est ce que j'ai vu passer. Oui, en fait, il y a des formations que j'offre de plus en plus parce que malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes les demandes à travers le Québec ou même au niveau international. Donc, oui, c'est ça. Puis, quelque part, pour l'instant, je ne vais pas beaucoup à l'étranger parce que j'ai une petite famille dont je veux prendre soin. Donc, j'offre de plus en plus des formations en ligne où je vais accompagner justement les parents, les enseignants ou les psys, les médecins à mieux comprendre les dynamiques des jeunes et leur proposer en fait des alternatives bienveillantes qui permettent justement de guider les enfants et les adolescents vers un mieux vivre. Bien, merci. Un grand merci. C'est toujours tellement agréable de parler avec toi. Puis à chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau. J'aime ça. Alors, je te souhaite un beau salon, une belle fête de salon. Et puis, merci à tous. Passez une bonne journée.